15 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de présenter ce journal en compagnie de ma collègue Fatima Mourad. Bonjour Fatima. Bonjour Elhem. Bonjour mesdames et messieurs. Alors en commençant notre journal par les principaux titres. L'Amérique décide aujourd'hui qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, entrera à la Maison-Blanche. 29 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués à l'aube dans des frappes israéliennes. Plus de 37 villes du Liban Sud sont rasées depuis le début de la guerre et plus de 40 000 bâtiments résidentiels sont détruits. Ce sera forcément un résultat historique. L'Amérique décide aujourd'hui qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, entrera à la Maison-Blanche. Ce sont les derniers instants d'une campagne haletante pour la Maison-Blanche. Harris et Trump sont sur scène pour leurs ultimes meetings électoraux, juste avant un vote aux enjeux cruciaux pour les États-Unis et le reste du monde. Les détails. L'Amérique décide mardi qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, entreront à la Maison-Blanche au terme d'une campagne d'une tension inouïe, indécise jusqu'à la dernière minute. Les bureaux de vote ont ouvert à 11 heures GMT sur la côte est des États-Unis et des millions de personnes vont ajouter leur voix aux plus de 82 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par vote postal. Il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente démocrate de 60 ans et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans, dont les personnalités et les visions ne pourraient être plus différentes. À leur meeting, ce sont deux Amériques, apparemment irréconciliables, qui ont afflué ces dernières semaines, chacun étant convaincu que l'autre va mener le pays au désastre. Kamala Harris a qualifié son rival de fasciste. Donald Trump a martelé qu'elle était bête et qu'elle allait détruire le pays. Les derniers sondages, dont les deux adversaires quasiment à égalité, dans les 7 États cruciaux, ceux qui, dans ce scrutin au suffrage indirect, donneront à la démocrate ou aux républicains le nombre suffisant de grands électeurs pour atteindre le seuil de 270 sur 538 synonymes de victoire. Pour essayer de convaincre en seulement 3 mois de campagne, Kamala Harris a misé sur un message de protection de la démocratie et du droit à l'avortement destiné aux femmes comme aux républicains modérés. Le milliardaire a rejoué dans cette campagne la même partition qu'en 2016 et 2020, se présentant comme un candidat anti-système et proche du peuple, seul capable de sauver un pays ravagé selon lui par les migrants et une inflation galopante. Des services de renseignement américains ont accusé hier soir la Russie d'être activement impliquée dans des opérations de désinformation dans les 7 États clés du pays qui doivent déterminer le résultat de l'élection présidentielle aujourd'hui. Ces 7 États dits pivots, l'Arizona, le Nevada, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Michigan et Wisconsin, détiennent la clé du scrutin au suffrage universel indirect grâce auquel la démocrate Kamala Harris ou le républicain Donald Trump accédera à la Maison-Blanche. La police fédérale, FBI, le bureau de la directrice du renseignement national et l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont accusé dans un communiqué commun la Russie d'être la menace la plus active dans ces États américains. De son côté, Moscou avait dénoncé ces allégations sans fondement et toutes les insinuations sur des machinations russes comme des calomnies malveillantes. Alors que l'anxiété est à son comble à la veille du vote de l'élection présidentielle d'aujourd'hui, les autorités ont mis en place à tous les niveaux des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité physique du personnel électoral, mais aussi celui des bulletins de vote eux-mêmes. Le FBI a ainsi mis en place un poste de condamnation
de commandement national à Washington pour surveiller les menaces 24 heures sur 24 toute la semaine. Et dans le Nevada, Washington et l'Oregon, un contingent de la garde nationale est mobilisé pour favoriser une journée électorale sûre et sans heure. Selon le Pentagone, au moins 17 États ont placé au total plusieurs centaines de soldats en état d'alerte. Pour cette fin de campagne étendue, le niveau d'alerte est encore plus important dans les États clés. C'est décisif pour la victoire finale. Passons au territoire palestinien occupé où 29 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués à l'aube dans des frappes israéliennes sur des maisons et des tentes abritant des déplacés dans diverses régions dans la bande de Gaza, y compris Beit Lahia, Deir al-Balah, al-Zouaïda et Khan Younes. 20 de ces Palestiniens ont péri lors d'un raid israélien intensif sur une habitation à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. 2 autres personnes ont été tuées lors d'un bombardement sur une tente dans le centre de Deir el-Balah. 4 autres ont été tués et 2 blessés dans une frappe sur une tente à El Zouaïda, alors que les 3 derniers ont été tués dans une frappe sur une tente de déplacés à l'est de Khan Younes. L'Égypte a vivement critiqué la décision d'Israël d'interdire les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, la qualifiant de mépris inacceptable de l'ONU, de ses agences et de la communauté internationale. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte condamne fermement le retrait d'Israël de l'accord régissant les opérations de l'UNRWA et la suspension de ces opérations. Le Caire a qualifié la décision d'Israël de développement dangereux visant à effacer la cause palestinienne, en particulier la question des réfugiés et de leur droit au retour. Il a ajouté que cette décision inacceptable constituait de nouvelles violations flagrantes et systématiques du droit international et du droit humanitaire par Israël. Le ministère des Affaires étrangères est d'autre part mis en garde contre de graves conséquences pour les civils palestiniens innocents. Et le ministère considère le gouvernement israélien comme pleinement responsable des répercussions de cette décision et souligne que le rôle de l'UNRWA ne peut être remplacé ni supprimé. En Cisjordanie, au moins 4 Palestiniens ont été tués lors d'une perquisition et un raid aérien israélien sur le village de Qabateya et la région de Tamoun. Entre-temps, les forces de l'occupation israélienne ont envahi les villages de Gabal al-Makbar et de Selwan à Jérusalem. La violence avait augmenté en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Depuis cette date, les forces de l'occupation israélienne ont intensifié les perquisitions quotidiennes et arrêté des milliers de Palestiniens, alors que les échanges de tirs est récurrent avec les combattants palestiniens. Dans le cadre des efforts que déploie l'Égypte pour mobiliser la communauté internationale afin de créer un État palestinien indépendant, le journal américain Washington Times a publié un éditorial du chef de la diplomatie Badr Abdel-Ati sous le titre de la solution des 2 États possible entre Palestiniens et Israéliens. Dans son éditorial, M. Abdel-Ati a critiqué l'adoption continue par Israël d'une approche à courte vue selon laquelle la force et la coercition vont garantir la sécurité d'Israël. Selon M. Abdel-Ati, pour restaurer la paix et la sécurité, on doit faire sortir les Palestiniens du désespoir et leur présenter un avenir jouissant d'espoir et de dignité qui leur permet de se gouverner librement dans un État indépendant et souverain. On passe au Liban. L'agence de presse libanaise ANI a annoncé que 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans des raids aériens intenses sur des villages au sud du Liban. L'agence libanaise a indiqué que 37 villes ont été rasées depuis le début de la guerre et plus de 40 000 bâtiments résidentiels auraient été complètement détruits. Cela se produit dans une zone de 3 km de profondeur qui s'étend de Nakoura jusqu'à la périphérie de Khiem. Entre-temps, le Hezbollah a annoncé
que ses combattants ont effectué un tir de roquette sur un groupe de soldats dans la caserne de Dovev. Par ailleurs, l'artillerie israélienne a bombardé Maroun al-Ras, Bent Jbeil et Al-Tayri. Entre-temps, le site israélien Walla a indiqué que 80% des fusées et drones lancés contre Israël ont abouti à des incendies de forêt, causant des dégâts estimés à des millions. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé qu'un de ses soldats a subi de graves blessures au sud du Liban. Le journal Yadout Ahronot a affirmé que l'armée israélienne a retiré plusieurs brigades du Liban sud. L'Iran ne cherche pas l'escalade, mais a droit à la légitime défense, a lancé aujourd'hui depuis le Pakistan le chef de la diplomatie iranienne. Et le président iranien Masoud Pezeshkian avait annoncé qu'un éventuel cessez-le-feu entre les alliés de Téhéran et Israël pourrait influer sur la riposte de son pays. Les détails dans ce commentaire. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré depuis le Pakistan que l'Iran ne cherche pas l'escalade, mais a le droit à la légitime défense. Et ceci au sujet d'une possible riposte aux frappes israéliennes du 26 octobre contre l'Iran. Lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue pakistanais Ishaq Dar à Islamabad, Abbas Arghachi a déclaré que contrairement à Israël, la République d'Iran ne cherche pas l'escalade, mais les Iraniens se réserveront leur droit inaliénable à la légitime défense. Monsieur Dar, dont le pays, unique puissance nucléaire musulmane, ne reconnaît pas Israël, a de son côté dit condamner l'agression militaire israélienne sans limite au Moyen-Orient et ses actes génocidaires contre des civils. Dimanche, le président iranien Masoud Pezeshkian avait annoncé qu'un éventuel cessez-le-feu entre les alliés de Téhéran et Israël pourrait influer sur la riposte de son pays aux dernières frappes israéliennes. Le 26 octobre, l'armée de l'air israélienne avait frappé des sites militaires en Iran en représailles aux tirs de missiles iraniens sur son sol le 1er octobre. L'Iran a présenté son attaque du 1er octobre comme une riposte à l'assassinat du dirigeant du Hezbollah et du Hamas. Israël a mis en garde l'Iran contre toute riposte à son attaque, tandis que Téhéran a promis, via son guide suprême iranien, Ali Khamenei, une réponse cinglante. La Corée du Nord a tiré tôt ce matin une salve de missiles balistiques à courte portée. Et il s'agit de son deuxième lancement en 5 jours, survenant à quelques heures de l'élection présidentielle américaine. Plus de détails dans ce compte rendu. L'état-major interarmé sud-coréen a annoncé avoir détecté le tir mardi matin par la Corée du Nord de plusieurs missiles balistiques à courte portée vers les eaux situées à l'est de la péninsule coréenne. L'état-major a ajouté qu'en prévision de nouveaux lancements, les forces armées sud-coréennes ont renforcé leur surveillance et leur vigilance, indiqué qu'ils partageaient des informations avec Tokyo et Washington. Le premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a confirmé auprès des journalistes à Tokyo le lancement de plusieurs missiles balistiques dont on estime qu'ils sont tombés à l'extérieur de la zone économique exclusive japonaise. Jeudi, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a testé ce qu'elle a affirmé être son nouveau missile balistique intercontinental ICBM à combustible solide, le plus avancé de son arsenal. Il s'agissait de la première démonstration de force du pouvoir nord-coréen depuis qu'il a été accusé d'avoir envoyé des milliers de soldats en Russie. Le tir a également eu lieu quelques heures seulement après que les ministres de la Défense des États-Unis et de la Corée du Sud ont appelé Pyongyang à retirer ses troupes de Russie, où, selon Washington, environ 10 000 soldats ont été déployés en vue d'une éventuelle action contre les forces ukrainiennes en guerre face à l'armée russe depuis 2022. Retour en Égypte où le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné le rôle central des centres de données dans la promotion du développement numérique en Égypte dans le cadre de la vision égyptienne 2030 qui vise à transformer l'Égypte à un centre régional et mondial d'innovation et de technologie. Madbouli a souligné que l'État, avec ses différentes agences concernées, cherche à offrir un environnement attractif aux investisseurs dans le domaine des centres de données en facilitant les procédures et en fournissant les incitations nécessaires. Cela intervient après que le Premier ministre a assisté ce matin à la cérémonie de signature d'un contrat d'usufruit foncier pour le groupe Intro Holding dans la zone industrielle intégrée
d'Al Sokhna, affilié à l'économie du canal de Suez, pour établir le centre de données Kemet qui vise à fournir des services aux solutions cloud, à l'Internet des objectifs et à la transformation numérique. La 12e édition du Forum urbain mondial poursuit ses travaux aujourd'hui au Caire. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté à l'inauguration du forum. Dans son allocution, le président el-Sisi a souhaité la bienvenue au Caire au chef d'État et de gouvernement et à la directrice exécutive du programme de l'ONU pour les établissements humains. Venant participer au forum, il a souligné que le choix du Caire pour accueillir le forum a été motivé par le fait qu'elle est une des métropoles les plus importantes et l'une des plus anciennes capitales du monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci Ilham. Merci Fatima. Bonne suite de programme sur la télévision égyptienne.